Bonsoir tout le monde. Je tiens tout d'abord à nous excuser par le retard et merci d'avoir patienté. Donc c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Dr Belhamad Ghisslan, responsable médical M2I Promo Plus. D'ailleurs, au nom de tous les responsables de la société, je voudrais vous exprimer nos chaleureux mots de bienvenue, vous remercier d'avoir répondu favorablement au rendez-vous de ce webinaire qui s'inscrit dans un processus de partenariat, de collaboration et de partage et qui portera sur le thème troubles de cycle et ménométrorragie et qui sera animé par l'un des leaders de l'opinion, Dr Omar Moukwar, chirurgien, gynécologue, obstétricien, ancien chef clinique des hôpitaux de Paris et vice-président de l'AMICO. Avant de donner la parole à Dr Moukwar, je voudrais juste vous dire merci si jamais vous avez des questions, de les noter dans la partie correspondante auquel le Dr Moukwar y répondra par la suite. Je saisis l'occasion pour remercier vivement Dr Moukwar de nous avoir honorés, d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à Dr Moukwar. Voilà, donc bonsoir tout le monde. D'abord, je m'excuse du retard. Ça, c'est parce que j'étais en train de faire une hystérectomie, ça saignait un petit peu, et voilà. Donc, je viens de finir, donc je suis vraiment désolé. Donc voilà. Donc, bien, avant de démarrer, je tiens à remercier le laboratoire M2I pour l'organisation de ce webinaire sur les troubles du cycle menstruel et quelques cas cliniques sur les ménométrorragies. Et je remercie aussi l'agence Beyondcom pour l'organisation aussi de ce webinaire. D'accord, donc sans trop tarder, et bien sûr comme d'habitude, on aurait aimé se voir, ça aurait été beaucoup plus sympa en présentiel, mais malheureusement, j'espère que ce Covid avec la vaccination qui est en train de se dérouler de manière remarquable, que bientôt on va être en présentiel et qu'on pourra bien sûr échanger nos différentes expériences. Donc, voilà. Donc on continue. Voilà. Donc les troubles hémorragiques du cycle menstruel, ça représente à peu près 10% des consultations en gynécologie. Donc c'est 5 à 20%. C'est 5 à 20% des femmes à partir de 40 ans. Donc ça se voit, je dirais, ces ménométrorragies se voient surtout pendant la période de périménopause. Et bien sûr, il faut faire une démarche diagnostique et étiologique, je dirais, bien comme il faut pour éviter de passer à côté d'une pathologie organique qui est responsable avant de dire que c'est fonctionnel. Et il faut savoir que de temps en temps, on ne trouve pas de cause réelle et ces ménométrorragies résistantes aux différents traitements progestatifs. C'est pour ça que c'est important de connaître un petit peu la physiologie pour bien adapter le traitement et pour ne pas faire des hystérectomies, je dirais, en excès chez ces patientes-là qui continuent à saigner malgré les différents traitements médicaux. D'accord ? Donc, un peu ça c'est vous le savez. Donc, l'hémorragie, avant de dire que c'est une hémorragie d'origine utérine, c'est clair qu'il faut explorer la vulve, voir s'il n'y a pas une érosion vulvaire, s'il n'y a pas une érosion vaginale, s'il n'y a pas une tumeur, je dirais une tumeur vaginale ou vulvaire. Et bien sûr, et voir aussi le col. Le col, ça, c'est extrêmement important, bien sûr, avec pose de spéculum et tout ça. Et voir s'il n'y a pas juste une inflammation au niveau du col, un ectropion, je dirais, polypoïde qui peut saigner lors des rapports. Ou sinon, ça peut être aussi une pathologie néoplasique cervicale. D'accord. Donc, les métrorragies, c'est un saignement d'origine utérine qui est d'origine fonction-lésionnelle, qui survient en dehors des règles. Ça, les ménorragies, c'est les règles, c'est les hémorragies. Ça coïncide avec le moment des règles. Elles sont abondantes et de durée longue. C'est des règles qui durent dans le temps. Et les ménométrorragies, c'est l'association des deux. La spanioménorrhée, ça vous le savez, c'est
Aspagnoménorrhée, ce sont des règles qui surviennent tous les 2 à 3 mois. C'est des cycles longs et c'est un autre contexte, je dirais, fonctionnel. Alors, le cycle normal, normalement, la durée d'un cycle normal, c'est 21 à 35 jours. Les règles durent à peu près, en moyenne, c'est 3 à 6 jours. Et les pertes sanguines sont estimées 35 à 40 millilitres, soit 16 mg de fer. Et bien sûr, si ces pertes sont, je dirais, supérieures à 60 millilitres par mois, ben, c'est clair que la patiente va déclarer une anémie. Donc voilà, donc c'est juste là pour vous dire qu'en quelque sorte, il y a à peu près 30% de femmes qui se plaignent d'anémie d'origine génitale. Donc voilà. Donc hypothalamo, hypophyso-ovarien, d'accord. Donc vous m'entendez toujours? Allô? Vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Très bien. Donc le cycle, ça obéit à l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Donc ça dépend bien sûr de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Et bien sûr, il y a une stimulation ovarienne par les gonadotrophines. Et cette stimulation ovarienne va sécréter des œstrogènes. Ces œstrogènes-là qui vont pousser l'endomètre. Et après, lors de la première partie du cycle, on appelle la phase folliculaire. Et en deuxième partie de cycle, une fois qu'il y a ovulation, donc logiquement, il y a une sécrétion de progestérone. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de grossesse, donc il y a un arrêt de sécrétion, à ce moment-là, il y a une desquamation des couches endométriales et ça saigne. Donc voilà, donc on avance. Donc voilà, donc lors de la phase folliculaire, les gonadotrophies qui sont sécrétées, c'est surtout la FSH. La FSH pourquoi la FSH est sécrétée de manière pulsative? Pourquoi? Parce au départ, la sécrétion œstrogénique, elle est basse, et parce que cette sécrétion œstrogénique est basse, donc ça va stimuler la FSH. À un moment donné, cette sécrétion œstrogénique va atteindre un certain pic, il y aura une baisse de sécrétion de FSH, et bien sûr, quand le follicule va atteindre une certaine taille, donc il va déclencher le pic de LH, qui va augmenter. Ce petit pic de FSH est nécessaire pour avoir un corps jeune de bonne qualité et pour avoir une sécrétion de progestérone lors de la phase lutéale qui sera, je dirais, de bonne qualité et de durée assez conséquente pour éviter qu'il y ait des cycles courts. D'accord? Donc voilà, et ensuite sécrétion de progestérone par le corps jeune. Et bien sûr, le stradiol va augmenter, donc il va y avoir une prolifération endométriale, et ensuite l'endomètre va se transformer en phase sécrétoire, et après, bien sûr, s'il n'y a pas de grossesse, c'est clair qu'il va y avoir un arrêt de sécrétion de progestérone, c'est-à-dire qu'il va y avoir une lutéolyse, il va y avoir un corps jaune qui va involuer, donc déficit de sécrétion de progestérone, et à ce moment-là, une nécrose des couches superficielles endométriales, et les règles vont survenir. Donc tout ça, donc sur le plan, je dirais, folliculaire, donc cette phase lutéale tardive, il va y avoir, lors de la phase lutéale tardive, il va y avoir un recrutement de follicules qui vont être utilisés dans le cycle d'après, et ce sont ces follicules-là qui vont, lors de la phase folliculaire, qui vont sécréter de stradiol, et à un moment donné, il y a un follicule parmi cette cohorte folliculaire qu'on appelle les follicules en trop qui sont sensibles à la FSH. Il va y avoir un follicule qui va obéir à un certain seuil de sécrétion de FSH, il va devenir dominant. Donc, quand on dit qu'un follicule est dominant, c'est-à-dire que c'est un follicule qui fait 10 mm de diamètre. Et après, ce follicule, il va continuer sa croissance et il va devenir follicule préovulatoire. Et là, il va déclencher le pic de LH. Donc, sur le plan, voilà, je dirais, sur le plan schématique, au tout début des règles, la cohorte folliculaire, lors d'un cycle normal, cette cohorte folliculaire, elle est homogène. Quand on voit à l'échographie, ces follicules, ils sont tous normalement inférieurs ils sont aux alentours de 6, 7, 8 mm de diamètre. Et si on va doser le stradiol lors d'un cycle normal à son début de cycle, le stradiol il sera inférieur à 50 picogrammes par millilitre.
Et quand le stradiol EBA est inférieur à 50 picogrammes par millilitre, ben c'est clair, c'est à ce moment-là, vers J2, J3 du cycle, qu'on aura, je dirais, la vraie valeur de FSH, et la vraie valeur de FSH, et on aura le taux le plus important de FSH. Pourquoi? Parce que c'est un couple FSH-stradiol. Quand le stradiol est bas, ben la FSH est à son acmé, elle est à son maximum. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle, dans la phase folliculaire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va y avoir d'un cycle normal. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir un follicule qui va sortir de la cohorte, et c'est ce follicule-là qui va devenir dominant. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à un certain seuil de sécrétion de FSH, et hop, il va se mettre en route, il va continuer sa croissance. Et ce follicule-là va sécréter davantage de stradiol, et à un moment donné, une fois qu'il va devenir follicule préovulatoire, ben, il va déclencher le pic de LH, ovulation. Et au moment du déclenchement du pic de LH, comme j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un petit pic de FSH qui va augmenter les récepteurs de la LH au niveau du corps jaune, pour essayer d'avoir un corps jaune de bonne qualité, et avoir une phase lutéale qui sera, je dirais, qui sera normale. Parce qu'une phase lutéale normale, voilà, regardez, la phase folliculaire, elle dure à peu près 10 à 12 jours. Et ensuite, la phase lutéale, elle aussi, elle va durer dans le temps, elle va durer à peu près 12 jours. Donc, c'est clair que si nous avons un corps jaune de mauvaise qualité, donc ça veut dire que c'est un corps jaune qui va démarrer sa lutéolyse de manière précoce. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va y avoir une diminution de la sécrétion de progestérone. Et s'il y a une diminution de sécrétion de progestérone, eh ben, ça va raccourcir cette phase lutéale. Et si ça raccourcit cette phase lutéale, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la patiente va commencer à saigner. Elle va commencer à saigner parce qu'il va y avoir un déficit en sécrétion de progestérone. Alors, qu'est-ce qui peut se passer chez la femme en périménopause, par exemple, sur le plan physiologique? C'est que souvent, c'est des patientes, d'ailleurs, nous, on le voit en infertilité, souvent, c'est des patientes qui ont des corps jeunes qui sont de mauvaise qualité, des corps jeunes qui sécrètent pas assez de progestérone, des corps jeunes qui est involue très tôt. Et qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il y aura une phase folliculaire qui va être sur le plan durée, qui va être à peu près normal, mais là, il va y avoir une poussée endométriale, mais comme le corps jaune, il sécrète pas assez de progestérone, eh ben cette épaisseur de l'endomètre, elle va continuer, c'est-à-dire qu'elle va persister dans le temps, et au bout du troisième cycle, qu'est-ce qui va se passer chez ces patientes-là? Ben, ce sont des patientes qui vont commencer à saigner, commencer à avoir des métrorragies, et de manière, je dirais, de manière brutale, et ces patientes-là, pourquoi elles ont ça? C'est parce que elles ont eu un déficit en sécrétion de progestérone qui est cumulatif, et l'endomètre reste toujours épais. Elle aura une hypertrophie endométriale à l'échographie. Et donc, un des premiers gestes qu'il faut faire chez ces patients-là, quand on voit des hypertrophies endométriales, bien sûr, qui ne sont pas suspectes, eh ben, c'est mettre ces patientes-là sous progestérone. Et au départ, on les met sous 10 jours par mois. Donc, lors de la deuxième phase, c'est-à-dire la phase lutéale, donc, et on les met sous, mais par contre, si on les met sous progestérone, suivant le type de progestérone qu'on met, par exemple, si on va mettre du colprone, donc chez ces patientes-là, en deuxième partie de cycle, eh ben, il faut surveiller l'endomètre chez ces patients. Pourquoi il faut surveiller l'endomètre? Parce que au fur et à mesure qu'on avance dans les cycles, c'est-à-dire au bout du deuxième, troisième, quatrième, cinquième cycle, eh ben, ces patientes-là, elles peuvent diminuer trop leur épaisseur endométriale, et on va passer d'un endomètre hypotrophique à un endomètre eutrophique, et à un endomètre qui peut être atrophique du fait de l'excès de progestérone chez ces patients. Donc, il faut vraiment, si vous mettez les patients sous progestérone, donc il faut les surveiller avec une échographie, faire une échographie endovaginale, coupe sagittale, et on mesure cet endomètre. Voilà. Donc là, toujours
Donc, la FSH, donc voilà, ça agit sur la granulosa, double action de prolifération différente, synthèse d'œstrogènes d'inhibine. La LH, sécrétion des androgènes qui vont être convertis en œstradiol, d'accord, du fait d'une hormone qu'on appelle l'aromatase. Voilà. Donc, après l'ovulation, c'est ce qu'on vient de dire, formation du corps jaune, sécrétion de progestérone, l'œstradiol, donc sous l'influence de la LH. Si pas de grossesse, la fonction hormonale du corps jaune s'arrête vers le 26e jour du cycle et ça va déclencher la menstruation et le recrutement folliculaire d'un nouveau cycle. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que ce corps jaune involue lors d'un cycle normal. Il faut que ce corps jaune involue vers le 25e, 26e, 27e jour du cycle. Si par contre, le corps jaune involue trop tôt, c'est-à-dire vers J20 ou J21 du cycle, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut comprendre une chose sur le plan physiologique, que la progestérone, quand elle est sécrétée de manière suffisante, elle va bloquer la FSH elle aussi, sur le plan, voilà, elle va bloquer la FSH. Et si par contre cette progestérone s'annule trop tôt, c'est-à-dire qu'elle va être inférieure à 1 nanogramme par millilitre, donc qu'est-ce qui va se passer chez cette patiente-là? Eh bien, ce recrutement folliculaire, il va commencer à se faire vers J20, J21 du cycle, et on va se retrouver dans le cycle d'après avec un follicule de 10, 11, 12 mm vers J2, J3 du cycle. C'est-à-dire au tout début du cycle d'après, on va se retrouver avec un follicule dominant. Et ce follicule dominant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va accélérer sa croissance et il va raccourcir la phase folliculaire. Et du moment qu'il va raccourcir la phase folliculaire, eh ben, cette patiente risque d'ovuler vers J7, J8, J9 du cycle. Et à ce moment-là, la patiente va se retrouver avec des cycles courts des cycles entre 15 et 21 jours. D'accord? Et donc, c'est pour ça que, comment il faut gérer tout ça? Ben, il faut gérer tout ça tout d'abord en donnant de la progestérone à ces patientes-là en deuxième partie de cycle. Et cette progestérone, le fait de la donner du 16e, par exemple, au 25e jour du cycle, c'est-à-dire pendant 10 jours, une fois qu'on va arrêter la prise de progestérone, ben à ce moment-là, la progestérone va s'annuler. Et à ce moment-là, les follicules qui vont être recrutés ne seront jamais dominants dans le cycle d'après et on n'aura pas ces cycles courts. Ça, c'est extrêmement important à comprendre une fois qu'on commence à utiliser cette progestérone. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, modification de l'endomètre, phase folliculaire, régénération de l'ostraction de l'œstradiol. L'endomètre se prépare à l'anidation en phase lutéale. Donc, effondrement des stéroïdes s'il n'y a pas de grossesse. Et ça va déclencher une synthèse des prostaglandines. Eh ben, ces prostaglandines, eux aussi, il y a plusieurs types de prostaglandines. Il y a des prostaglandines vasoconstrictrices et des prostaglandines vasodilatatrices. Et de temps en temps, il peut y avoir un excès de prostaglandines vasodilatatrices, et ce qui fait que les patientes peuvent avoir des règles abondantes. D'accord? Donc, lors de la phase lutéale tardive, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chute systémique et locale de la progestérone, sécrétion accrue de prostaglandines endométriales. Voilà, comme je dis, deux types de prostaglandines, les PGF2-alpha qui sont vasoconstrictrices et les PGE2 et les PJE2 qui sont vasodilatatrices. Quand il y a un excès de ces prostaglandines-là, ben c'est clair que la patiente commence à avoir des ménorragies. Et tout ceci, pourquoi? C'est à cause de la déficience de sécrétion de progestérone. Donc, quand les règles commencent, entre en jeu le mécanisme d'hémostase locale, voilà. Donc, vasoconstriction des artères spiraliées sous l'action de la thromboxane et de la PGF2-alpha. Et si par contre il y a un excès de PGE de PGE2, il va y avoir une vasodilatation et ménorragie. Et là aussi, c'est pour ça qu'à partir d'une fois, donc parmi les traitements, donc la progestérone, et après un autre type de traitement chez les patientes qui ont ces règles abondantes, eh ben c'est de donner des antifibrinolytiques. Pourquoi? Parce que quand il y a des ménorragies, il y a un excès, il y a une fibrinose locale qui est augmentée, et à ce moment-là, ça va donner des ménorragies. D'accord? Voilà, l'hémostase de l'endomètre se fait après mise en route du mécanisme d'hémostase primaire par une vasoconstriction locale et par le mécanisme d'hémostase secondaire avec formation du clou plaquettaire qui sont à l'origine de la régénération de l'endomètre.
Et donc voilà. Donc les oestrogènes, ça on l'a dit, ils ont une action de stimulation de l'endomètre et ça sera inhibé bien sûr par la progestérone. Donc il faut vraiment qu'il y ait un équilibre de sécrétion des oestrogènes sur l'amélioration de l'hémostase. Et donc, et dans les cycles anovulatoires où il n'y a pas de progestérone, ben c'est clair que là, il peut y avoir des métrorragies et le saignement est imprévisible. D'accord? Voilà, transformation sécrétoire, augmentation des prostaglandines quand il y a un arrêt de sécrétion de progestérone. D'accord? Voilà. Et après, il y a augmentation des facteurs angiogéniques, VEGF, va stimuler la migration et la prolifération des cellules. Donc, tout ça pour dire que la progestérone joue un rôle extrêmement important dans la stabilisation de l'endomètre pour éviter ces ménorragies et ces métrorragies. La progestérone, elle a aussi un rôle qui est extrêmement important, un rôle de relaxation de l'utérus. C'est pour ça, parce que ces patientes-là, quand elles ont un déficit en sécrétion de progestérone, ben souvent, elles se plaignent de dysménorrhée. Et ça, c'est des patients qui ont besoin de progestérone pour réduire cette hypercontractilité utérine qui est à l'origine de douleurs. Voilà. Alors, quels sont les progestatifs qui existent, je dirais, sur le marché? Donc, parmi les progestatifs, il y a il y a ceux dérivés de la progestérone, comme l'utrogestan, les autres, le gestel et tout ça. La rétroprogestérone, c'est la dihydrogestérone. Les autres dérivés du spironolactone, la drospirenone, qui, elle, existe dans les pilules. D'accord? Ensuite, ceux dérivés de la 17-hydroxyprogestérone. Donc, nous, on a le colprone, donc c'est de la médrogestone. D'accord? Bon, l'uténil, de temps en temps, on l'a, et de temps en temps, on le trouve plus. La surgestone, on la trouve plus. Le primolutinol, il existe encore, mais je trouve que c'est un progestatif qui a un gros risque métabolique. Donc, je pense qu'avec ces types de progestatifs qui sont dérivés de la 17-hydroxyprogestérone et dérivés du 19-progestérone, donc c'est-à-dire les norprégnanes et les prégnanes, à mon avis, on arrive à régler tous les problèmes. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin, à mon sens, vu le risque métabolique, d'utiliser le primolutinol. Donc, franchement, avec le colprone, on arrive, le colprone luténil, on arrive à régler le problème. D'accord? Alors, je comprends pas pourquoi on utilise encore le primolutinol alors qu'on arrive avec la médrogestone, on arrive à régler tous ces soucis d'hypertrophie de l'endomètre qui sont totalement fonctionnels. Donc, c'est clair qu'une fois qu'on a compris un petit peu cette physiologie du cycle menstruel, quand on a une patiente qui saigne, c'est clair qu'il faut l'examiner. Cette patiente, on doit l'examiner, on doit préciser son hémorragie génitale, on va voir quand est-ce qu'elle saigne par rapport au cycle, est-ce que ce sont les règles qui sont devenues importantes ou elle saigne en dehors de ces règles. D'accord? Et ça c'est extrêmement important pour dire est-ce que c'est provoqué, est-ce que cette patiente saigne, est-ce que c'est provoqué par les rapports sexuels et est-ce qu'il y a des signes associés de douleur associés à ces métrorragies. Et bien sûr, il faut préciser aussi la couleur du saignement. Est-ce que c'est un saignement rouge ou un saignement noirâtre? Et ça, grâce à ça, ça nous permet de nous orienter vers un diagnostic. C'est clair que une des choses extrêmement importantes à éliminer, c'est la pathologie néoplasique chez ces patientes-là qui saignent et qui ont. Donc il faut poser un spéculum, bien sûr, pour voir est-ce qu'il n'y a pas une pathologie néoplasique au niveau du col utérin. Bien sûr, voilà.
Donc voilà, donc les différents examens qu'on peut faire chez ces patientes qui se plaignent de saignement, de ménométrorragie. Donc voilà, donc l'échographie, l'hystérosonographie quand on suspecte une pathologie endocavitaire, l'hystéroscopie aujourd'hui extrêmement importante pour bien explorer la cavité endométriale. Et bien sûr, je crois qu'avec l'échographie, l'hystérosono éventuellement et l'hystéroscopie, on arrive on arrive à régler, on arrive à trouver, à régler le problème et à savoir c'est pourquoi cette patiente sait. Et bien sûr, ne pas oublier l'examen clinique, la pose du spéculum quand la patiente, bien sûr, n'est pas vierge. Et bien sûr, la biologie, pour voir la biologie extrêmement importante avec le dosage de la ferritine et la numération, pour voir le retentissement de ces métrorragies chez cette patiente. Est-ce qu'elle a une anémie? Voilà. Donc, bien sûr, on peut. L'hystéroscopie est extrêmement importante aujourd'hui. On l'a fait au cabinet et grâce à des hystéroscopes qui sont tout à fait souples, donc et qui sont de diamètre, qui sont de petits diamètres. Donc, ça peut créer le même diamètre que si on posait un stérilet. Alors, ces hystéroscopes nous permettent aujourd'hui de faire des biopsies de l'endomètre. Et par exemple, si vous êtes face à une hypertrophie suspecte à l'échographie, c'est clair qu'on va faire l'hystéroscopie au cabinet, on fait la biopsie et on envoie. Et à ce moment-là, on va savoir est-ce que c'est un processus de cancer endométrial ou autre chose. Le curetage biopsique, c'est fini. À mon sens, vu qu'il y a beaucoup d'hystéroscopes qui sont utilisés par les différents gynécologues, je pense que le curetage biopsique devrait ne plus être utilisé parce que c'est un curetage à l'aveugle chez ces patients qui, avant, on disait curetage biopsique et hémostatique. Donc, franchement, ce n'est plus une exploration qui devrait être utilisée, surtout parce qu'on travaille à l'aveugle et on sait pas, on peut passer à côté par exemple d'un petit cancer ou autre chose. Donc, c'est abandonné. Voilà. La cavité utérine est explorée de façon incomplète et il y a beaucoup de faux négatifs quand on fait ce curetage biopsique. On est aux alentours de 15%. Alors, le but une fois qu'on a interrogé et examiné la patiente, le but de ces explorations paracliniques est d'éliminer une cause organique. Parmi les causes, c'est bien sûr ne pas oublier la pathologie du premier trimestre de la grossesse extra-utérine, la fausse couche et la moelle hydatiforme. Et bien sûr, une fois qu'on a, bien sûr, chez la femme en période d'activité génitale, la première chose, je vois une hypertrophie de l'endomètre. La première des choses que je dois faire, c'est demander un bêta-HCG, surtout si elle a des rapports et tout ça. Donc ça, c'est clair pour voir est-ce qu'elle est enceinte, pas enceinte. Ça, c'est extrêmement important. D'accord? Donc, et surtout pour éliminer cette grossesse extra-utérine qui peut être une urgence vitale. D'accord? Donc, et bien sûr, si on est en dehors de la grossesse, c'est toutes les pathologies endocavitaires, comme les polypes, les myomes, l'hypertrophie, l'infection, le cancer. Et après, il y a les lésions interstitielles avec retentissement cavitaire. C'est les fibromes qui sont proches de l'endomètre. L'adénomiose, l'adénomiose qui est surtout une pathologie une pathologie de la périménopause à partir de 40 ans. On en voit de plus en plus chez les patients chez les patients qui sont jeunes, entre 30 et 40, on commence à voir un peu d'adénomiose et on la suspecte chez ces patientes-là parce que ce sont souvent des patientes qui ont un endomètre de mauvaise qualité et c'est des endomètres qui implantent mal et c'est des patientes qui peuvent faire des fausses couches ou qui ont des problèmes de fertilité. Et mis à part tout ça, c'est des patientes des patientes-là qui ont de l'adénomiose, ce sont des patientes, par exemple tout à l'heure, je viens d'opérer une patiente qui a 45 ans et qui a l'utérus qui est globuleux, adénomiosique et qui saigne abondamment. On l'a mis sous progestatif et ça n'a pas réglé le problème. Et en plus, c'est associé à des douleurs pelviennes. Donc, on lui a fait une hystérectomie. Donc, ça fait partie
l'hystérectomie fait partie du traitement de l'adénomiose. Mais avant d'aller à l'hystérectomie, parce que l'adénomiose, en fin de compte, c'est quoi? C'est comme s'il y avait, c'est les cryptes glandulaires qui rentrent dans le myomètre. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est les glandes endométriales qui pénètrent le myomètre, donc, qui pénètrent le myomètre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va donner des métroragies et la patiente saigne. Alors, le meilleur traitement chez ces patientes qui sont adénomyosiques, c'est par exemple, un des traitements, c'est de les mettre sous progestatif, mais en continu, sans interruption. Alors, sans interruption, et pour arrêter, et de temps en temps, ça marche, et ça marche bien. Alors, les autres pathologies, bon, c'est le sarcome, le cancer de l'endomètre, les lésions annexielles, tubaires ovariennes, les kystes, la pathologie ovarienne, elle aussi peut être responsable de saignement. La dysménorrhée qui peut être associée à ces métroragies, où le progestatif a une valeur ajoutée pour améliorer cette dysménorrhée. Eh ben, c'est des douleurs sous forme de crampes, ça peut être primaire ou secondaire, ça peut être terminal. Et quand c'est secondaire, souvent c'est des patientes qui ont des règles douloureuses, et ces règles douloureuses qu'ont ces patientes-là, eh ben, elles démarrent au début des règles et elles continuent jusqu'à la fin des règles. Et à ce moment-là, le premier diagnostic qu'on va suspecter chez ces patientes-là, eh ben, c'est l'endométriose, l'adénomiose, qui est responsable de cette dysménorrhée. D'accord? Donc voilà, ça c'est une étude qui montre que 38% des femmes qui souffrent de douleurs, qui s'absentent et voilà. Parmi les traitements de la dysménorrhée, il y a différents types de traitements qui sont utilisés. Un des traitements, c'est la progestérone, qui va diminuer, comme j'ai dit tout à l'heure, la formation de prostaglandine et qui va stimuler la production d'oxyde nitrique et ça va donner une relaxation de l'utérus. Donc, les progestatifs ont un rôle assez intéressant dans la prise en charge de ces dysménorrhées. D'accord? Voilà, donc les contrats. Alors, le saignement, voilà. Alors, le saignement utérin il peut être dû soit à un trouble ovulatoire, donc voilà, ça on l'a dit. Donc c'est un saignement menstruel qui est cyclique, d'accord, et c'est souvent dû à un déséquilibre hormonal. Et souvent, ces patientes-là, comme j'ai dit, c'est des corps jeunes qui sont de mauvaise qualité, donc il y a un déficit de sécrétion de progestérone. Ça donne des hypertrophies endométriales à l'échographie qui sont cumulatives dans les différents cycles. Du fait de cette déficience de sécrétion de progestérone par le corps jaune, la patiente commence à saigner, je dirais. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est anovulatoire, totalement anovulatoire? La patiente, elle a pas de sécrétion de progestérone, l'endomètre reste toujours hypertrophié et donc et elle commence à saigner de manière irrégulière. D'accord? Et voilà. Alors, parmi les traitements qui sont utilisés chez ces patientes-là qui ont un trouble ovulatoire, c'est comme j'ai dit, c'est la progestérone. Alors, différents types de progestérone qui sont utilisés. La médrogestone, le stérilet à base de progestérone, comme le lévonorgestrel. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va entraîner une réduction de l'épaisseur endométriale. Et cette réduction de l'épaisseur endométriale, comme je dis, si elle n'est pas contrôlée par l'échographie, on peut passer d'un endomètre qui est hypertrophique à un endomètre atrophique. D'accord? Dans l'urgence, chez les patientes qui saignent, on peut leur donner un boost d'œstrogène. Alors, parmi les œstrogènes qu'on peut donner, c'est l'œstrofème. On peut donner 4 mg d'œstrofème pendant 2-3 jours et ça va arrêter le saignement. Et ensuite, bien sûr, passer au progestatif. D'accord? On peut aussi utiliser des contraceptifs oraux chez ces patientes qui ont des saignements. Voilà. Donc, quelle est l'action progestative sur l'endomètre? Ça arrête la croissance de l'endomètre, ça stabilise le système vasculaire endométrial et bien sûr, ça a aussi une action hémostatique et antifibrinolytique.
Donc, vous voyez que la progestérone agit sur différents secteurs. Ça agit sur la coagulation, ça agit sur sur les sécrétions de prostaglandine au profit de la prostaglandine vasoconstrictrice. Ça agit sur la relaxation de l'utérus, donc ça diminue les douleurs, d'où l'intérêt de prescrire ces progestatifs et bien sûr, ça diminue le saignement et ça va améliorer, je dirais, l'anémie dont souffre cette patiente. D'accord? Donc, bien sûr, si on parle de ménométrorragie, bien sûr, c'est clair qu'il ne faut pas oublier de parler de cette phase de périménopause. Cette phase de périménopause, comme j'ai dit, c'est dû à une atrésie folliculaire progressive, d'accord? Donc, il y a des phases d'hyperoestrogénie et d'hypoœstrogénie chez ces patientes-là. Au départ, c'est des phases d'hyperoestrogénie. Pourquoi hyperoestrogénie? Donc, hypertrophie de l'endomètre et donc, mais par contre, avec des corps jeunes qui sont pas de bonne qualité, donc c'est des patients, comme j'ai dit, qui continuent à avoir un endomètre qui est hypertrophié, d'accord? Donc, c'est une période, cette périménopause, c'est une période qui est charnière, qui se traduit par des cycles courts, du fait d'un défaut de sécrétion de progestérone en deuxième partie de cycle. Donc, il y a un raccourcissement du cycle, d'accord? Donc, souvent, c'est des patients qui sont aux alentours de la quarantaine, d'accord? Alors, les différents tableaux cliniques qu'on a, on a des phases d'hyperoestrogénie, c'est conséquence de l'accélération de la maturation folliculaire. Donc, ce sont des patients qui peuvent être, en plus des métrorragies qu'elles ont un raccourcissement du cycle et elles se plaignent de ménométrorragie, d'accord? Donc, la première chose qu'il faut régler chez ces patientes-là, c'est la correction de son défaut, de son insuffisance lutéale, et la correction de sa sécrétion progestéronique en donnant de la progestérone au départ pendant 10 jours, en deuxième partie de cycle. Après, chez certaines patientes, il y a des phases d'hypoœstrogénie pendant cette phase de périménopause. Et quand il y a une phase d'hypoœstrogénie associée, à ce moment-là, comment ça se manifeste? C'est-à-dire, avant de passer à la ménopause, la patiente continue à avoir des cycles courts, des cycles irréguliers, elle commence à avoir des bouffées de chaleur, elle commence à être irritable. Et là, en plus de la progestérone qu'on peut donner, on peut associer ça soit avec de l'œstrogène par voie transcutanée ou sinon de l'œstrogène par voie orale. D'accord? Donc ça, on l'a vu. Alors, parmi les traitements de la périménopause, c'est quand la patiente ne se plaint de rien, donc on fait rien. Par contre, on peut éventuellement, alors pour la contraception hormonale, avant on disait qu'on pouvait utiliser une pilule œstroprogestative comme moyen de contraception. Aujourd'hui, vu les recommandations, je pense, et vu le risque vasculaire pendant cette phase, je pense que la contraception orale, elle doit être utilisée vraiment en deuxième ou en troisième intention. Et donc, parmi, je dirais, le type de contraceptif qu'on peut utiliser, c'est mettre ces patientes-là sous progestatif et 20 jours par mois. Alors, le premier cycle, quand on leur donne du Colprane, par exemple, le premier cycle, les 20 premiers jours, donc je dirais, la patiente n'est pas totalement protégée, mais à partir du deuxième cycle, en donnant de la Colprane 2 comprimés par jour, 20 jours par mois, la patiente est protégée. D'accord? Et bien sûr, chez les patientes chez qui on peut mettre un stérilet, parmi les stérilets qui sont proposés chez ces patientes-là qui ont des hypertrophies de l'endomètre, c'est le stérilet au lévonorgestrel, qui est assez intéressant. Le gros problème de ces stérilets-là au lévonorgestrel, c'est qu'il y a des effets indésirables. Il peut y avoir des atrophies, c'est-à-dire il y a un effet tellement agressif vis-à-vis de l'endomètre. Donc, il peut y avoir de l'atrophie endométriale. Donc, la patiente elle va passer d'une hypertrophie à une atrophie et à des saignements par atrophie. Oui, il peut y avoir aussi des kystes fonctionnels de l'ovaire et tout ça. Donc de l'acné. Voilà. Donc
Voilà, ça, le stérilet ou lévonorgestrel, ça inhibe la croissance de l'endomètre. Ça fait partie des traitements, du traitement de l'hypertrophie fonctionnelle endométriale. Donc, et ça a un effet contraceptif. Voilà. Donc ça, c'est juste une échographie pour montrer. Voilà, ça, c'est une coupe sagittale de l'utérus. Il faut faire ces coupes sagittales pour bien voir l'endomètre. Mais bon, on verra tout à l'heure. Voilà. Alors, parmi les traitements, comme je l'ai dit, quand il y a un déficit en sécrétion, un déficit du corps jaune, avec une phase d'hyperostrogénie associée, donc hypertrophie de l'endomètre, bon, on peut donner du colprone, 10 mg par jour. Au départ, on donne des traitements de 10 jours par mois, du 16e au 25e jour du cycle. Donc, 6 cycles courts. Donc, voilà, 16e, 25e jour du cycle. Et après le 25e jour du cycle, à partir du 26e, on rentre dans le recrutement folliculaire. Et donc, on va se retrouver au moment des règles avec des follicules, avec une corde folliculaire qui sera homogène et avec des follicules qui seront inférieurs à 10 mm. D'accord? Et bien sûr, si par contre la patiente elle a une hypertrophie trop importante, eh ben, on peut passer de 10 jours à 12 jours, 15 jours par mois. Euh, euh, donc c'est vraiment, il faut commencer par des petites doses et bien sûr contrôler l'endomètre avec l'échographie et avec une coupe sagittale de l'endomètre et mesurer l'épaisseur endométriale pour voir s'il n'y a pas, si cet endomètre n'est pas passé d'une phase hypertrophique à une phase atrophique. D'accord? Voilà, donc ça c'est juste un traitement de ce qu'on appelle le traitement de freinage substitution. Ce sont des patientes qui se plaignent de cycles courts, et qui commencent à avoir un déficit en sécrétion en oestrogène. Et là, on peut associer avec le colprone soit des oestrogènes par voie transcutanée ou l'œstrogène par voie orale. Et souvent, ces patientes-là qui ont ces cycles-là et c'est vraiment juste avant la ménopause, eh ben, souvent ces patientes-là, c'est en deuxième partie de cycle où il y a je dirais, ces signes d'hypoestrogénie qui s'installent chez cette patiente. Et donc, et c'est pour ça qu'on commence au départ à donner des oestrogènes en deuxième partie de cycle. Et si en première partie de cycle, je dirais les signes de l'hypoestrogénie s'installent aussi, à ce moment-là, on va commencer en même temps que le colprone. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est des patients qu'on les met sous traitement et après on les réévalue. OK? Donc voilà, donc j'ai parlé un petit peu de physiologie, j'ai parlé un petit peu des différents symptômes qui peuvent être associés à ces ménométrorragies, à ces troubles du cycle menstruel. Je vais mettre quelques cas cliniques. Voilà, regardez, ça c'est une patiente âgée de 23 ans qui a un enfant et qui a des métrorragies. Voilà. Donc ça, cette patiente-là, elle a des métrorragies, elle a 23 ans. Et qui est mariée. Et regardez, elle a un endomètre qui est hypertrophié. Ah, j'espère que. Voilà. Il y a une hypertrophie, on est en coupe sagittale, il y a une hypertrophie endométriale. Et je vais m'arrêter ici. Voilà. Cette femme a 23 ans, elle a des rapports. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Elle a des rapports, elle a 23 ans. Voilà, regardez, ça c'est une coupe sagittale de l'utérus. Et là, c'est une reconstruction, c'est une coupe coronale. D'accord? Et donc, c'est clair que si cette femme qui prend pas de moyens de contraception, qui prend pas la première chose que je vais faire, c'est que je vais éliminer une grossesse. Et on a bien interrogé, en interrogeant très bien la patiente, ben qu'est-ce qu'on va? Eh ben cette patiente, elle a annoncé qu'elle était enceinte, qu'on avait trouvé un sac, elle a fait une expulsion spontanée. En fin de compte, à l'échographie, qu'est-ce qu'on voit? On voit une image intra-utérine qui est échogène, et en fin de compte, c'était une rétention post-fausse couche. D'accord? C'était une rétention post-fausse couche. Donc, c'est clair qu'il faut surtout pas donner de progestatif à cette patiente-là. Donc, c'est des patientes que, on les traite par voie locale, on attend qu'elle élimine, ou sinon, on peut faire une hystéroscopie et enlever cette partie qui est vraiment collée à l'endomètre, parce que ça, c'est l'endomètre. D'accord?
Le curetage, parfois, quand on fait un curetage chez ces patientes-là, eh ben, ça peut se compliquer en synéchie. Ça, il faut le savoir. Hein. Voilà. Un autre cas clinique, patient de 35 ans qui a 2 enfants, d'accord? Métrorragie. Voilà. Et regardez. Et qui saigne. Et regardez, ça c'est typique. Cette patiente, elle est enceinte. Elle a un sac gestationnel qui est atone et avec, regardez cet hématome-là, qui est, vous avez vu cet hématome qui est rétrosaculaire. Et donc ça, c'est une patiente qui a fait une grossesse arrêtée. Donc, ce qu'on peut faire chez cette patiente-là, c'est attendre qu'elle expulse spontanément. On peut attendre, on la reconvoque et on surveille. Si par contre elle n'expulse pas, elle n'expulse pas, à ce moment-là, on peut éventuellement aspirer ce sac. D'accord? Regardez, c'est vraiment le sac typique atone, alors que normalement, le sac gestation, il devrait être bien tenu. Et là, regardez le col. C'est vraiment un sac qui est proche, regardez, on est proche de l'île, et je pense que cette patiente, c'est clair que si on est patient, elle peut expulser spontanément. D'accord? Autre cas clinique, 26 ans, regardez, une patiente de 26 ans qui a eu une salpingectomie droite par la paro. Après, cette patiente, elle a été opérée parce qu'il y avait un désir de grossesse placiculaire en gauche par cellio, d'accord, et qui a des douleurs pelviennes et métrorragie. Et voilà, je m'arrête ici. Je vois ça. J'ai une hypertrophie de l'endomètre. Hypertrophie de l'endomètre chez une patiente, et c'est une coupe sagittale, hypertrophie de l'endomètre chez une patiente qui est en période d'activité génitale, eh ben, qui dit hypertrophie de l'endomètre, je ne veux pas dire ça que c'est une hypertrophie fonctionnelle. Je demande le test de grossesse, ça c'est obligatoire pour éliminer, bien sûr, une cause vitale qui est la grossesse extra-utérine. Et bien sûr, suivant le type de saignement aussi. Est-ce que le saignement est rouge? Dans la fausse couche, le saignement est rouge, alors que dans la grossesse extra-utérine, c'est un saignement noirâtre. Pourquoi c'est un saignement noirâtre? Parce que c'est une grossesse au niveau de la trempe. Ça saigne d'abord au niveau de la trempe, et après formation du caillot, le temps que ça s'expulse, ben ça met du temps. C'est pour ça que le saignement devient noir. Voilà. Et regardez l'image, c'était une grossesse extra-utérine. Voilà, qui est là. Une image latéro-utérine. OK? Donc ça, c'est l'autre ovaire avec un follicule qui est là. Voilà. L'image latéro-utérine, l'ovaire, voilà. C'est latéro-ovarien. D'accord? C'était une GU. Voilà. OK? Donc GU. Donc c'est clair qu'il faut, cette patiente-là, il faut lui proposer, et en plus il y a un petit épanchement dans le Douglas, c'est clair que cette patiente-là, il faut lui proposer éventuellement une célioscopie. Voilà. OK? Voilà, l'épanchement. Voilà, elle a eu la stylose, l'épanchement était assez important. On aspire, et en fin de compte, cette patiente, elle avait fait, voilà, c'est une JU en voie d'expulsion. Donc, elle a fait ce qu'on appelle un avortement. Elle était en voie d'avortement tubo-abdominal. Donc, on a aspiré. Ça, c'est la trompe. Donc, l'extrémité tubaire. Voilà. Donc, on a aspiré, on a lavé. Et comme il lui restait une seule trompe, on lui a gardé cette trompe, alors que normalement, on devrait lui enlever cette trompe. Donc, on lui a gardé cette trompe, mais elle a récidivé encore une fois. Et là, elle a fini par avoir une salpingectomie bilatérale. Et donc, le seul moyen pour qu'elle soit enceinte, c'était la patiente fécondation in vitro. Donc, vous voyez le malheur de cette patiente. Patiente de 55 ans, regardez, patiente de 55 ans qui saigne, OK? 55 ans qui saigne, qui est ménopausée, eh ben,
Le premier diagnostic qu'on doit évoquer, c'est bien sûr le cancer du col. Et voilà, cette patiente-là, l'échographie n'a pas vraiment, bon, c'est juste pour vous montrer qu'en fin de compte, c'était un cancer qui a beaucoup évolué. Et donc, rien qu'en met un spéculum, on voyait cette lésion bourgeonnante qui saignait facilement. Et en plus, regardez, la lésion néoplasique est tellement importante et qu'il n'y a plus d'espace entre la vessie qui est là et l'utérus qui est là. Regardez, cette zone intervésico-utérine est totalement fine. Et en plus, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait un trou à ce niveau-là. Et cette patiente avait une fistule une fistule vésico-vaginale. D'accord? Donc, le cancer a envahi le tiers supérieur du vagin et il a érodé toute cette muqueuse vaginale. Et en fin de compte, ça s'est compliqué en fistule. Donc, pour vous montrer que, regardez, hop, la fistule qui est là. Voilà. Donc, alors que ce cancer peut être pris à temps si la patiente était surveillée, soit par les frottis, soit par des examens cliniques, pose de spéculum et tout ça. Patient de 42 ans, qui a 3 enfants et qui saigne et qui a des douleurs. Et voilà, regardez, c'était quoi? C'était une hypertrophie de l'endomètre. Alors, première des choses, quand on a une hypertrophie de l'endomètre comme ça, pour dire est-ce que c'est fonctionnel ou pas fonctionnel, parce qu'on est en phase de périménopause, on peut se dire, on peut être tenté de mettre ces patientes-là sous progestatif, mais il faut être sûr que cette patiente-là ne fait pas un cancer de l'endomètre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une hystéroscopie biopsie endométriale, on envoie, c'est bénin, à ce moment-là, on la met sous progestatif. Alors, comme l'hypertrophie est assez importante, et comme l'hypertrophie est assez importante, et comme le saignement peut être important chez cette patiente-là, eh ben c'est clair qu'il faut donner des progestatifs, des progestatifs, des macroprogestatifs comme la médrogestone. Et à ce moment-là, chez ces patientes-là, par exemple, on peut commencer par 20 jours par mois. Et on la recontrôle, on la recontrôle au bout de 2 à 3 mois et on voit la réponse progestative et on verra que, bien sûr, que l'endomètre a diminué de taille. D'accord? Mais bien sûr, avant de dire que c'est une hypertrophie bénigne, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une hystéroscopie biopsie de l'endomètre ou sinon, carrément, faire une hystérosonographie, mais on n'a pas la chance de faire la biopsie avec l'hystérosonographie, ou sinon, on peut faire des prélèvements à la pipette de Cornier, et on fait un prélèvement endométrial, mais le seul souci de ce prélèvement à la pipette de Cornier, le seul souci, c'est qu'on le fait à l'aveugle et on peut passer à côté d'une maladie néoplasique. Donc, l'idéal, c'est de faire son hystéroscopie au cabinet et de faire une petite biopsie endométriale pour être sûr que c'est pas une pathologie néoplasique. Et à ce moment-là, c'est fonctionnel et on va mettre la patiente sous progestatif. Surtout chez ces patientes qui sont aux alentours de la quarantaine. Voilà, patient de 29 ans qui saigne et en fin de compte, c'était quoi? C'était un kyste fonctionnel de l'ovaire. Alors, parmi les traitements de il y a différents types de traitements. Alors, il y a des auteurs qui vont vous dire le kyste fonctionnant, on le voit très bien, regardez, il y a des fines cloisons, ça c'est de la fibrine, ça saigne à l'intérieur de ce kyste, c'est pas organique, mais parmi les traitements, c'est soit on attend les règles, mais comme la patiente saigne, on ne sait pas quand est-ce que ces règles vont arriver. Ben, soit on les met sous œstroprogestatif, c'est-à-dire sous pilule, soit on peut le mettre sous progestatif pur, mais pendant une vingtaine de jours. D'accord? Et à ce moment-là, et on recontrôle la patiente au bout d'un mois, et souvent, tout rentre dans l'ordre. Voilà, donc c'était... Voilà, regardez. Donc ça, c'est typique, c'est une vascularisation coralliforme avec des fines cloisons à l'intérieur de l'ovaire. Et ça, c'est des dépôts de fibrine. Pourquoi? Parce que ça a saigné à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est l'autre ovaire. OK? Patient de 35 ans, douleur pelvienne, ménométrorragie. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait un kyste organique.
Ce kyste organique, il est finement échogène avec une cloison qui était vascularisée. Premier diagnostic qu'on évoque chez cette patiente-là, c'est l'endométriome de l'ovaire. Et parmi les traitements de l'endométriose aujourd'hui, c'est bien sûr ça, il faut le savoir que l'endométriose, chez les patientes chez qui il y a un désir de grossesse, surtout l'endométriose ovarienne, elle a un retentissement sur la réserve ovarienne. Donc, avant de décider de les opérer par célioscopie, c'est clair qu'il faut voir l'AMH de la patiente, voir est-ce que cet AMH est diminué ou pas. D'accord? Donc, voir s'il y a une diminution de sa réserve ovarienne. Et si la patiente a une diminution de la réserve ovarienne, maintenant, on peut faire des ponctions, on peut faire plein de choses. Mais parmi les traitements qu'on peut faire, c'est mettre ces patientes-là sous progestatif en continu. Progestatif continu et on réévalue. D'accord? Ça fait partie du traitement de l'endométriose. On peut éventuellement faire une célioscopie, vider le kyste et prendre juste la partie superficielle, ce qu'on appelle le dôme saillant du kyste, avoir la preuve que c'est de l'endométriose. Et ensuite, on bloque les règles, on met les patientes sous progestatif en continu et ça peut marcher. Donc, patiente de 15 ans, regardez, 15 ans, qui a des ménométroragies, voilà. Et en fin de compte, c'était quoi? Ménométroragie à 15 ans. Ça, c'est des patientes qui ont des ovaires polykystiques, regardez. Alors, parmi les traitements qu'on peut donner, c'est la progestérone. Alors, la progestérone, on peut la donner soit 10 jours par mois, soit on peut la donner 20 jours par mois. Ou on peut aussi mettre ces patientes, même si elle a 15 ans, on peut la mettre sous pilule à 20 gamma d'éthinoestradiol. D'accord? Voilà, regardez, si typique, c'est des ovaires polykystiques, regardez, vraiment typique. Et ça, c'est des patientes qui peuvent avoir un saignement. Elles peuvent avoir une spanioménorrhée, comme elles peuvent avoir des cycles courts avec des métroragies. Donc, tout est possible dans les OPK. Et souvent, l'OPK, c'est la spanioménorrhée, c'est des cycles lents. Patiente de 43 ans, ménométroragie, et voilà, ménométroragie, elle a une pathologie intracavitaire, regardez, c'était un fibrome intracavitaire chez cette patiente-là. C'est clair, c'est clair que la progestérone ne traite pas de fibrome, ça il faut le savoir, que les progestatifs ne traitent pas de fibrome, les progestatifs traitent l'hypertrophie endométriale qui peut être associée au fibrome. Le seul traitement du fibrome, c'est la voie hystéroscopique chirurgicale. Maintenant, il peut y avoir d'autres traitements comme l'embolisation, mais quand on a un fibrome comme ça intracavitaire, c'est clair que le traitement se fait par voie hystéroscopique et résection, et non pas une laparotomie. On ne va jamais faire une laparotomie pour un fibrome pareil. Voilà, donc ça c'est pour montrer quels sont les fibromes qui peuvent saigner. C'est les types 0, les types 1, les types 2, les types 2, 5 et les types 3. Ça, c'est des fibromes qui peuvent entraîner une hypertrophie endométriale. Et c'est l'hypertrophie endométriale qui est la conséquence du fibrome qui fait que la patiente déclare des métroragies. Donc, il faut agir sur la cause, c'est-à-dire enlever ce fibrome. 42 ans, 3 enfants. Et regardez, voilà. Ça, c'est une patiente. Qu'est-ce qu'elle avait? Regardez, j'ai l'image hystérographique qui est juste à côté. Oh, pardon. Voilà. Et regardez, c'est un endomètre qui est irrégulier. D'accord? Endomètre irrégulier. D'accord? On a du mal à le suivre. D'accord? Il y a des images anéchogènes intramyométriales. D'accord? OK? Et en fin de compte, ce sont des patientes qui ont, qu'est-ce qu'elles ont? Voilà, ça c'est la partie antérieure, ça c'est la partie postérieure. Il peut y avoir une asymétrie d'épaisseur du myomètre. D'accord? Et quand on met le Doppler couleur, on a un Doppler couleur qui peut être diffus. Voilà. Et regardez, cette patiente-là, j'avais fait une reconstruction 3D. Et en fin de compte, c'était, regardez, c'est comme l'aspect hystérographique d'arbre mort. C'était en fin de compte de l'adénomiose.
bah, l'adénomyose, les premiers traitements, c'est les progestatifs en continu. Et si ça ne répond pas aux progestatifs en continu, eh ben, à ce moment-là, ça peut, comme la patiente de tout à l'heure, qu'on a des gros utérus totalement adénomyosiques, ça peut aller vers l'hystérectomie. Mais le premier traitement, c'est les progestatifs en continu. OK? Voilà, regardez l'endomètre qui est là. Et voilà, ça c'est les stries des glandes endométriales. Donc c'est une reconstruction 3D de l'endomètre. Voilà, parmi les traitements médical, progestatif ou sinon, on peut aller jusqu'à la chirurgie. Alors, parmi les autres traitements, que ce soit surtout des fibromes, c'est l'embolisation, d'accord. Il y a aussi aujourd'hui des traitements avec les ultrasons pour le fibrome. Voilà. Donc, ces ménométroragies, il y a différents types de traitements. Il y a les progestatifs, il y a les œstroprogestatifs, il y a le stériléolévonorgestrel, il y a les antifibrinolytiques qui sont utilisés aussi quand on est dans l'aigu. Bien sûr, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, eux aussi, peuvent être utilisés parce qu'ils ont un effet antiprostaglandine, donc ils agissent sur le saignement. D'accord? Et le traitement d'entretien, c'est les progestatifs. On peut aller aux analogues de l'HRH, ça c'est dans l'endométriose et l'adénomyose. Les modulateurs sélectifs de récepteurs de la progestérone. Avant, on utilisait l'ulipristal, c'est Esmian. Maintenant, il a été retiré du marché parce que il a un effet il y a un gros risque de thrombose chez les patients. Il y a un effet hépatique. Alors, quand c'est fonctionnel, voilà, les progestatifs sont utilisés bien sûr, quand on est face à des saignements qui sont fonctionnels. Et bien sûr, c'est dû à une déficience de sécrétion de progestérone, c'est-à-dire dû à des corps jaunes qui sont de mauvaise qualité, à des corps jaunes dans la lyse est précoce, et c'est des patients qui font des phases lutéales très courtes, et à ce moment-là, on utilise les progestatifs. Bon, au départ, on peut l'utiliser du 16e au 25e jour du cycle, et ensuite, on peut l'utiliser, si ça ne répond pas, on peut aller jusqu'au du 6e au 25e jour du cycle, et ces progestatifs, on continue, peuvent avoir un effet, je dirais, un effet contraceptif. La seule chose qu'on dit aux patients, quand elle préfère avoir à la place du stérilet, elle préfère avoir des progestatifs en cas de contraception, c'est que l'effet contraceptif ne se déclare qu'au deuxième cycle. D'accord? Voilà. Colprone 16-25, 6-25, en association avec les œstrogènes. Les œstroprogestatifs peuvent être utilisés aussi, si cycle anovulatoire et ménométroragie fonctionnelle. On a parlé tout à l'heure du Mirena, d'accord. La progestérone peut être utilisée dans l'adénomyose, dans les hypertrophies de l'endomètre fonctionnel, du fait de son action, de son action sur amincissant de l'endomètre, d'accord. Les antifibrinolytiques qui sont vraiment le plus utilisés dans la littérature, c'est l'acide tranexamique et la dose c'est 3 grammes par jour, c'est ménorragie fonctionnelle. Regardez, ça c'est une petite recette associée à une forte dose d'oestrogène par voie orale, c'est saignement aigu fonctionnel, et après on utilise en association avec un progestatif. D'accord? Donc en association avec un progestatif, et là on est vraiment dans le fonctionnel. D'accord? Donc, et on agit sur l'excès de fibrinolyse locale, on agit on booste l'endomètre. Pourquoi? Parce qu'il y a une desquamation des couches superficielles, donc c'est vrai que ça va arrêter, ça va diminuer un petit peu le saignement, et on agit on utilise le progestatif pour contrebalancer cette déficience en progestérone. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être utilisés qui ont une action antiprostaglandine. Alors, celui qui était le plus utilisé, c'était le Ponstil, d'accord. Voilà, action inhibitrice de prostaglandine. Les analogues de l'HRH sont utilisés surtout dans l'endométriose et l'adénomyose, mais c'est des traitements, je dirais, de courte durée. On les utilise pendant 2 à 3 mois.
Et après, bien sûr, on passe au progestatif. Le problème, c'est le coût et le deuxième souci, que si on les utilise au long cours, il y a un risque d'ostéopénie chez ces patients. Voilà. Donc, en conclusion, la majorité de ces troubles hémorragiques fonctionnels de l'adolescence, ils sont spontanément résolutifs au bout de 2 ans. Pourquoi? Parce que souvent c'est dû à une immaturité de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, d'accord? Donc, et c'est souvent dû à de l'anovulation. Alors, quand on est face à des saignements assez importants, eh ben, c'est clair que ces patientes-là, on peut les mettre sous progestatif ou sous œstroprogestatif. Par contre, chez la patiente ménopausée, bien sûr, ou en périménopause, il faut voir est-ce que c'est pas dû à surtout la patiente ménopausée, c'est clair, il faut chercher une cause organique. Et la patiente en périménopause, eh ben, pour dire que c'est fonctionnel, eh ben, il faut éliminer une cause organique avant de dire que c'est un problème totalement fonctionnel dû éventuellement à une hypertrophie de l'endomètre. Ne pas oublier que les patients peuvent saigner par atrophie endométriale, surtout quand elles sont en excès de traitement progestatif, d'accord? Et voilà. L'atrophie peut être due à plusieurs choses, soit un excès de la composante progestative au long cours, parce qu'il faut savoir qu'une patiente, par exemple, qu'on va mettre 20 jours par mois pendant 3 à 4 mois et on la voit pas qu'au bout de 6 mois, eh ben, ces patientes, elles peuvent se retrouver en atrophie et elle peut avoir des spottings et ça peut la déranger. Et je vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Moukwar, pour cette intervention très riche, très constructive, je pense. Et je suis sûre que nul ne peut douter sur votre intervention qui a favorablement capté l'auditoire de par la richesse et la pertinence des informations transmises. Merci encore, Dr Moukwar. Si vous permettez, on passe à la session questions-réponses. Alors, donc, la première question, Dr Moukwar, il y a Dr Rouch Malika qui désire connaître quelle est la meilleure conduite à tenir devant les troubles de cycle chez la femme en périménopause, en l'occurrence les ménométrorragies. Comme j'ai dit tout à l'heure, en périménopause, les patientes saignent. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypertrophie de l'endomètre qui est cumulative du fait d'un déficit de sécrétion de progestérone. Ce sont des corps jeunes qui sont de mauvaise qualité et qui fait que les patientes ont des corps jeunes qui involuent très tôt et on va avoir au bout de 2-3 cycles cette hypertrophie endométriale qui sera jamais compensée par la progestérone. Alors, parmi les traitements qu'il faut faire, tout d'abord, il faut être sûr que c'est totalement fonctionnel. Il faut à l'échographie, il faut être sûr que ça prend pas le Doppler, que c'est pas irrégulier, que l'endomètre n'est pas irrégulier. Et une fois qu'on a cette hypertrophie endométrique qui est supérieure à 12 mm de diamètre, on met ces patientes-là, 12, 13, 14 mm de diamètre, on met ces patientes-là à mon sens, sous médrogestone et on peut la mettre 10 jours par mois. On commence tout d'abord, après suivant l'épaisseur endométriale. Si on est face à un endomètre qui fait 20 mm d'épaisseur, on peut aller jusqu'à 15 jours par mois. Mais en mon sens, il faut toujours commencer par des traitements de 10 jours par mois, c'est-à-dire 16-25, et ensuite, si la patiente conserve des saignements et l'endomètre reste toujours épais, à ce moment-là, on augmente la durée, on passe à 15 jours et ensuite on passe à 20 jours par mois. Et c'est une des premières. Mais surtout, chez ces patientes-là en périménopause, il faut, une fois que vous avez instauré la progestérone, c'est clair qu'il faut faire un contrôle échographique de son endomètre en coupe sagittale
pour mesurer cette épaisseur endométriale et voir la réponse au traitement progestatif. Parce que de temps en temps, on peut passer d'une hypertrophie à une atrophie. Et là, ça veut dire qu'on a été excessif sur le plan de traitement. Oui. J'espère que c'est bon. Merci, docteur. Je crois que c'est bon. Alors, je passe à la deuxième question de docteur Khalidienne. Pour le traitement des kystes ovariens fonctionnels, on donne des œsoprogestatifs en continu pendant 2 cycles sans interruption ou en discontinue. Merci. Ouais, le kyste fonctionnel, c'est du kyste. Alors, la prescription des œstroprogestatifs en continu, c'est dans l'endométriose. Ça, c'est clair. Dans l'endométriose, il faut comprendre une chose. L'endométriose, pour que la patiente n'a pas mal, parce que l'endométriose, la première des choses, c'est la douleur. Donc, pour que la patiente n'ait pas mal, et c'est clair, qu'est-ce qu'il faut? Il faut éviter qu'elle saigne dans ces zones ectopiques, des zones ectopiques endométriales qui sont situées soit au niveau de l'ovaire, soit un peu partout dans l'organisme. Et là, il faut bloquer les règles. Donc, on peut donner des œstroprogestatifs en continu. D'accord? Par contre, dans les kystes qui sont totalement fonctionnels, c'est le discontinu. C'est clair, c'est-à-dire c'est une pilule. On peut donner une pilule œstroprogestative 21 jours. Et comme on peut donner un progestatif, parce que c'est quoi le principe? Pourquoi on donne ces... Après, il y aura des gens qui vont vous dire, ça ne sert à rien, le kyste il est fonctionnel, il va partir par lui-même. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que le saignement peut persister et c'est des endomètres qui ont subi une sécrétion œstrogénique et ce qui fait que parce que c'est quoi les règles en fin de compte? Les règles, c'est une desquamation des couches superficielles de l'endomètre. Il faut comprendre la physiologie. Pourquoi elle saigne? Parce qu'il y a une stimulation excessive de l'endomètre et à un moment donné, c'est pas contrebalancé par la progestérone. Et ce qui fait l'endomètre, il desquame, mais il desquame de manière anarchique. Et la patiente va saigner. Elle va saigner. Alors que quand on donne une pilule œstroprogestative, comme la pilule elle contient des œstrogènes, ça va booster l'endomètre. Donc et on sait très bien que le fait de donner des œstrogènes, avant on donnait de Trémarin il y a longtemps, mais ça a été retiré du marché. On booste l'endomètre. Donc c'est comme si on boostait cette épaisseur endométriale. Et ensuite, bien sûr, comme ça contient de la progestérone, ça va tapisser et ça va bloquer progressivement ces saignements-là. Donc, et bien sûr, et pour dire que le kyste est parti et pour dire que c'est un kyste qui est totalement fonctionnel, il faut vérifier une fois qu'on arrête la pilule, pendant les règles, on reconvoque la patiente au premier cycle, pendant les règles, on reconvoque la patiente et on va voir soit l'involution du kyste, c'est-à-dire le kyste qui va passer de 5 cm ou de 6 cm à 3 cm ou 4 cm. Et si le kyste est toujours là, il fait 3-4 cm, on la remet encore sous pilule PET, éventuellement ou sous progestérone pure, encore 20 jours, et on la recontrôle. Donc voilà. Mais c'est discontinu, ça c'est clair. Oui. Merci, docteur Mkwar. Docteur Benjeloun Hanin, quelle est la prise en charge des saignements qui proviennent de l'ismocèle? Alors l'ismocèle, il faut d'abord expliquer ce que c'est que l'ismocèle. Alors l'ismocèle, c'est bon. Alors l'ismocèle, c'est en fin de compte un défaut de cicatrisation de la région, de cette région ismique lors de la césarienne qui a été faite, parce que ça se voit chez les patients qui ont déjà eu des césariennes, d'accord? Alors la patiente, quand elle a sa césarienne, ça ne veut pas dire que c'est une erreur du chirurgien qui l'a opérée. La césarienne, quand on fait une césarienne, on travaille au niveau d'une région anatomique qu'on appelle le segment inférieur. Bon, on fait la suture, comme tout le monde. Nous faisons la suture de la même manière. Et maintenant, chez certaines patientes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un défaut de cicatrisation. Et ce défaut de cicatrisation, comment il se manifeste? Il se manifeste par une hernie au niveau de cette région qui était segment inférieur, qui est devenue ismique, au niveau de l'isthme utérin. Donc, il y a une hernie, ça veut dire qu'il y a une poche qui s'est formée, et cette poche peut être recouverte légèrement de myomètre, ou comme cette poche hernière peut aller jusqu'à la séreuse utérine. Et qu'est-ce qui va se passer?
Au moment où la patiente a ses règles, le sang des règles va sortir par le col utérin. Et ce sang des règles, qu'est-ce qui se passe? Il va vers cette poche hernière. Eh bien, il peut s'accumuler à ce niveau-là. Une fois qu'il s'accumule à ce niveau-là, ce sang va vieillir. Bien sûr, le sang, ça va être très bien. La patiente saigne, c'est rouge. Ensuite, ça coagule. Ensuite, sur le plan physiologique, lisse du caillot. Et ensuite, une fois qu'il y a la lisse du caillot, le sang, il change de couleur. Il devient foncé. Qu'est-ce qu'elle fait, cette patiente-là? Elle a ses règles. Et au 10e jour du cycle ou 11e jour du cycle, elle commence à avoir de temps en temps soit des spottings, c'est des petits saignements noirâtres. Et ça va la déranger. Et en plus de ce saignement noirâtre, qui est dû à ce sang qui s'est accumulé au niveau de cette poche hernière qu'on appelle l'ismocèle, celle, ça veut dire hernie, il va y avoir une inflammation endométriale associée. Et c'est quoi la conséquence, je dirais, qui est un petit peu embêtante chez ces patientes-là? C'est quand il y a un désir de grossesse, ces patientes-là peuvent soit faire des fausses couches à répétition, soit elles peuvent ne pas implanter, avoir un défaut d'implantation. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle pathologie, c'est une des causes d'infertilité. Quel est le traitement? Le traitement aujourd'hui, quand on a ces conséquences-là, le traitement, il est chirurgical. Alors, soit il se fait par voie hystéroscopique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On va réséquer cette poche hernière et on va coaguler et on va créer en quelque sorte une synéchie, un accolement à ce niveau-là et ça va se fermer. Ou sinon, on le fait par célioscopie. Quand est-ce qu'on le fait par célioscopie? Quand cette hernie est proche de la séreuse utérine. Pourquoi? Parce que si on fait l'abord hystéroscopique, il y a un gros risque de perforation. Il y a un gros risque de perforation utérine et là, c'est dangereux parce qu'on est en sous-vésicale. Et là, on fait l'abord par voie célioscopique, et comme si on allait refaire la cicatrice de césarienne, et on fait la suture, et généralement, quand c'est bien fait, tout rentre dans l'ordre. OK? Voilà. J'espère que j'ai répondu. Allô? Merci, docteur Moukwar. Oui. Merci, docteur Moukwar. Si vous permettez une autre question. Comment arrêter les saignements qui surviennent chez une femme sous pilule d'allaitement? J'ai pas entendu. Les saignements. Comment arrêter les saignements qui surviennent chez une femme d'allaitement? Ouais, c'est la patiente qui est sous microprogestatif. La patiente qui est sous microprogestatif, souvent ce sont des patientes qui saignent par atrophie. Alors les patientes, après, quand c'est des petits spottings, on explique à la patiente que c'est dû au microprogestatif et parce qu'il y a une atrophie endométriale du fait de ce microprogestatif. Après, la patiente peut le comprendre. Maintenant, quand la patiente ne supporte pas, on peut donner, il y a des alternatives thérapeutiques, c'est-à-dire on garde parce que la patiente veut une contraception. D'accord? Alors, parmi les choses qu'on peut faire parce qu'elle veut garder sa pilule microprogestative, on peut donner de l'hexacil pendant une courte durée. Ça, de temps en temps, ça améliore. On peut donner des œstrogènes. Des œstrogènes pendant 3-4 jours, ça booste l'endomètre un petit peu et ça peut arrêter le saignement. Ou sinon, il faut passer à un autre moyen de contraception. Quand vraiment ça répond à rien, il faut changer de la méthode contraceptive, de passer d'une pilule microprogestative, éventuellement à un stérile. Oui? C'est bon? Merci. Il y a d'autres questions, si vous permettez, docteur Moukwar. À quelle dose on peut administrer le syntocinan vu l'absence du cytotec dans le cas de grossesse arrêtée de 5 semaines? Donc, il faut savoir une chose extrêmement importante. Le synto ne commence à agir qu'après 20 semaines d'aménorrhée. Il n'agit jamais, c'est-à-dire le syntocinon au premier trimestre de la grossesse, c'est les prostaglandines c'est vraiment, aujourd'hui, c'est les prostaglandines qu'il faut donner. Maintenant, il faut attendre l'expulsion spontanée. Alors, les prostaglandines, le cytotec, il n'est pas prescrit chez nous parce qu'il n'est pas en vente libre. Maintenant, l'idéal, c'est de donner des prostaglandines. Quand la patiente n'expulse pas spontanément, avant, on donnait du méthergin, il a disparu en goutte. Mais le gros problème du méthergin,
c'est qu'il donnait des spasmes du col et ça augmentait les rétentions. Le meilleur traitement, c'est les prostaglandines. Quand on n'a pas les prostaglandines et ça persiste, il faut aspirer, c'est tout simplement. Merci. Cas de trouble de cycle chez la jeune fille, 14 ans, quelle est la pilule ayant la MM dans ce cas? Il y a toutes les pilules, toutes les pilules peuvent être utilisées chez l'adolescente. Ça, il faut le savoir. Maintenant, les pilules chez l'adolescente, il faut aujourd'hui utiliser des pilules dont la teneur en oestrogène n'est pas importante. C'est-à-dire qu'il faut donner, à mon sens, des pilules à 20 gamma d'éthylœstradiol. Les pilules qu'on a ici au Maroc. Les pilules à 20 gamma, toutes les pilules à 20 gamma d'éthylœstradiol peuvent être utilisées chez l'adolescent. Ça, c'est clair. Toutes ces pilules-là peuvent être utilisées, qui contiennent 20, je ne vais pas citer de nom, mais il faut prendre 20 gamma d'éthylœstradiol dans les différentes pilules. Il y en a quelques-unes. Et parce que la pilule à 30 gamma d'éthylœstradiol, la patiente, l'adolescente aura du mal à la tolérer parce qu'elle peut avoir des nausées, des vomissements, et donc elle va pas l'accepter. Par contre, une pilule à 20 gamma, chez l'adolescente, je me rappelle quand j'étais interne, on avait ce qu'on appelait le planning familial des adolescentes en France. Et ce qu'on donnait, on donnait ces types de pilules-là, parce qu'il y avait des adolescentes qui avaient des rapports et tout ça, et on leur donnait ces types de pilules à 20 gamma d'éthylœstradiol, elles les toléraient bien. Voilà. Oui. Merci. Docteur Jasmine, merci beaucoup notre cher professeur. S'il vous plaît, est-ce que vous recommandez la prise de contraception chez la fillette ayant un cycle irrégulier? Si oui, quelle molécule et pendant combien de cycles? Chez la fillette, ça veut dire chez l'adolescente. C'est la réponse, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, bien sûr, on peut prescrire. À mon sens, quand vous utilisez une pilule, commencez toujours avec les pilules. Aujourd'hui, c'est les recommandations. On commence avec les pilules de deuxième génération. D'accord? Les pilules de deuxième génération qui contiennent du lévonorgestrel. Les pilules, il y en a. Mais pas les pilules aujourd'hui. Ce qui est recommandé d'abord la deuxième génération, c'est la deuxième génération c'est-à-dire si la tolérance est bonne avec la deuxième génération, à ce moment-là, on reste avec la deuxième génération. Ça, c'est les nouvelles recommandations. On est obligé de suivre ce schéma-là. Même si je ne suis pas très convaincu, pour moi, je trouve que ce soit la deuxième ou la troisième génération, la quatrième génération, le risque d'accident thrombotique est presque le même. Mais bon, maintenant, les recommandations disent qu'il faut commencer par la deuxième génération. On commence par la deuxième génération. La seule chose que je vous dis, aujourd'hui, moi, en matière de pilules, j'interroge la patiente, je vérifie s'il n'y a pas d'antécédent de phlébite, s'il n'y a pas d'antécédent de thrombose dans la famille, s'il n'y a pas d'antécédent. Donc, je fais un interrogatoire assez poussé à la patiente. Je vérifie est-ce qu'elle fume pas, donc tout ça, je le vérifie. Et ce n'est qu'après que je prescris la pilule. Après 35 ans, par exemple, j'évite la pilule. La pilule, je la donne jusqu'à l'âge de 35 ans parce que le risque vasculaire, à partir de 35 ans, il commence à se déclarer. Donc maintenant, si je peux utiliser un autre moyen de contraception, je l'utilise. Donc voilà, si la patiente ne supporte pas par exemple le stérilet, à ce moment-là, c'est clair que je vais lui donner la pilule. Mais je vais essayer de donner des pilules à 20 gamma d'éthylœstradiol et non pas des pilules à 30 gamma ou plus. Voilà. Oui. Merci, docteur Nkwa, pour ces éclaircissements. Une autre question, est-ce qu'on peut se contenter d'éliminer une GU devant un endomètre fin pour la slip et pas de masse latéraux-utérine sans pour autant demander un bêta-ACG? La GU, c'est quoi? Une patiente qui saigne. Si vous avez les signes indirects en faveur, c'est-à-dire le saignement sépia, noirâtre, brunâtre, d'accord? Et bien sûr, cette femme, elle est en période d'activité génitale, d'accord? Elle prend pas de moyens de contraception. Elle a des rapports. La première chose qu'il faut faire, c'est demander un bêta-ACG quantitatif. C'est obligatoire.
C'est pas le test urinaire, c'est le test plasmatique quantitatif. Et bien sûr, suivant l'HCG quantitatif, on va décider. Si vous avez un taux d'HCG quantitatif qui est supérieur à 1500, supérieur ou égal à 1500, avec une échographie, avec un endomètre qui est fin, eh ben, normalement, à partir de 1500, avec la sonde endovaginale, vous commencez à avoir un sac gestationnel, avec une sonde endovaginale, je dirais, de qualité moyenne. Bien sûr, si vous avez une excellente sonde endovaginale, à 1000, vous pouvez voir un sac gestationnel. Maintenant, on va dire c'est une qualité moyenne. Ben, à partir de 1500, vous voyez le sac en sonde endovaginale. Si par contre la patiente, elle a un taux qui est à 1000 ou à 800 d'ACG avec un endomètre qui est pas épais et pas de lame liquidienne dans le Douglas, pas d'image latéro-utérine en faveur d'une grossesse extra-utérine, qu'est-ce que vous faites? Et sur le plan hémodynamique, elle est stable chez cette patiente. Eh ben, il faut rencontrer la CG au bout de 2 à 3 jours. Et bien sûr, tout en avertissant la patiente que si elle a mal, que c'est ceci et cela, elle doit consulter. Et si la CG double au bout de 48 heures, eh ben, c'est en faveur d'une grossesse évolutive intra-utérine. À ce moment-là, il faut revoir la patiente. Vous passez de 800, vous passez de 1600, eh ben, il faut revoir la patiente au bout de 2-3 jours et voir s'il n'y a pas un petit sac qui est en train d'apparaître. Donc ça, c'est le bêta-HCG est obligatoire chez la patiente qui a des rapports, pas de contraception et qui saigne de manière, et surtout si c'est des saignements ICP. Oui. Merci, Dr Mkwar, pour cette précision. Une autre question de la part de Dr Zgout Sahar. Devant une hypertrophie endométriale chez une femme en périménopause, faut-il arrêter la contraception ou peut-on l'associer à un progestatif? Ben, je vous ai dit, ouais. Donc, j'ai dit qu'une hypertrophie endométriale pendant la périménopause, si à l'échographie, en coupe sagittale, on voit que c'est un endomètre qui est régulier, il est simplement hypertrophié. Et pourquoi il est hypertrophié? C'est dû à une diminution de la sécrétion de progestérone. À ce moment-là, c'est une hypertrophie fonctionnelle et le meilleur traitement, c'est la progestérone. Comme je vous ai expliqué, on commence par 10 jours par mois, après on peut aller à 15 jours par mois, après on peut aller à 20 jours par mois. Si la patiente désire une contraception en périménopause, on peut lui proposer les macroprogestatifs, par exemple le colprone, 20 jours par mois. Mais simplement, c'est au bout du cycle d'après que l'effet contraceptif est là. Voilà. Donc maintenant, la pilule œstroprogestative, normalement, vers 42-42 ans, il faut arrêter de prescrire la pilule. Moi si j'ai un choix, je vais prescrire les macroprogestatifs en contraception ou le stérilet, point barre. Jamais la pilule après 40 ans, c'est fini. Voilà. À cause de ces risques vasculaires. Jamais la pilule. Moi, je ne la prescris pas. Maintenant, c'est mon avis. Oui. Merci. Alors, une autre question de la part de Dr Samira Eliman, patiente âgée de 46 ans, mère de 3 enfants, ayant opté pour Mirena comme méthode de contraception, présente des métrorragies. Écho a été fait, présente un fibrome classé 5/2. Quelle est la conduite à tenir? Type 2,5. C'est ça, je crois que c'est ce qu'ils veulent. Elle veut dire un fibrome type 2,5. Eh bien, comme je vous ai expliqué, le fibrome, voilà le fibrome type 2,5, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un fibrome qui est hybride, qui va empiéter sur l'endomètre et en même temps, il atteint la sérose utérine. Et pourquoi la patiente saigne avec un fibrome? Parce qu'il y a souvent une hypertrophie de l'endomètre. Maintenant, cette patiente-là qui a un stérilet et qui a un fibrome type 2,5, ah ben c'est clair qu'il faut la traiter. Moi, je pense qu'il faut enlever ce fibrome. Ce fibrome type 2,5, c'est lui qui est responsable du saignement. Ben, c'est pas le stérilet qui va traiter le fibrome. C'est clair. Moi, je pense qu'il faut aller vers la voie chirurgicale et enlever ce fibrome type 2,5. Ça, c'est clair. Et le Mirena. Maintenant, ce qui se passe avec le Mirena, ça, il faut le savoir. Il y a des patientes il y a 20% d'aménorrhée avec le Mirena.
il y a des patientes qui font de l'acné, il y a des patientes qui ont des spottings avec le Mirena, mais souvent, et il y a des patients qui font des kystes fonctionnels. Et alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on dit à ces patientes-là? On leur dit, attendez 3 à 6 mois et généralement, au bout de 6 mois, tout rentre dans l'ordre. Et qu'est-ce qui se passe chez ces patientes-là? Souvent, les patientes ont presque plus de règles et il y a des patientes qui sont contentes parce que il faut comprendre une chose, les règles fatiguent la femme. Les règles, il y a une déperdition du fer. Les femmes perdent du fer. Les femmes sont fatiguées pendant les règles. Elles ont des douleurs. Maintenant, après, il y a des femmes, psychologiquement, si elles n'ont plus de règles, eh ben, elles se sentent pas bien. Mais, en fin de compte, c'est une excellente chose de mettre un stérilet qui va lui rendre un endomètre atrophique avec une aménorrhée. Voilà. Donc, mais s'il y a un fibrome, il faut aller traiter le fibrome. C'est clair. Le 2,5, c'est oui. Merci, docteur. Chirurgicalement. Oui. Merci. D'autres questions, si vous permettez. Alors, quelle est la posologie des macroprogestatifs? C'est la jeune fille. Une jeune fille, c'est-à-dire, elle a précisé 15 ans. Ouais, on peut. Alors, 15 ans, à mon avis, on peut commencer par exemple, si on va donner du Colpron, on peut commencer par un comprimé par jour. On peut commencer par un comprimé par jour. Voilà, un comprimé par jour, 10 jours par mois, et on voit après, bien sûr, on voit comment ça répond, hein. Donc, un comprimé par jour avant ça. Parce que souvent, l'adolescente à 14-15 ans, c'est souvent dû à une immaturité de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. D'accord? Donc, et on ne donne, moi je pars c'est-à-dire, je ne donne le progestatif que si vraiment la patiente décrit des saignements, je dirais, assez importants. Si par contre, avec une hypertrophie de l'endomètre, mais si la patiente, c'est pour ça qu'il faut faire une bonne échographie, hein, il faut faire une échographie vessie pleine, faire une bonne coupe sagittale, mesurer l'épaisseur de l'endomètre, tout ça. Et il faut éliminer toutes les causes, les troubles de l'hémostase qui peuvent donner des saignements chez les jeunes filles, les déficits en facteur 8 et tout ça. Donc, je pense que si on donne par exemple du Colpron, il faut donner un comprimé par jour. C'est toléré. Merci. Alors, une autre question, comment peut-on remédier à des métrorragies abondantes sous microprogestatif pendant les 6 mois du postpartum? Apparent pendant les 6 mois du postpartum. J'ai déjà répondu à la question. J'ai dit que, oui, j'ai déjà répondu à la question. Si on donne des microprogestatifs, comme j'ai dit, les microprogestatifs au long cours entraînent une atrophie de l'endomètre et les patientes vont saigner par atrophie. Alors, parmi les alternatives, c'est l'hexacil, l'antifibrinolytique, qui peut être intéressant. Il y a aussi les œstrogènes de courte durée, c'est-à-dire donner des œstrogènes par voie orale, comme œstrofène ou le climastan. Par exemple, le climastan, on donne parce que les 14 premiers jours, c'est une pilule séquentielle, ça contient que des œstrogènes. Après, il y a l'association œstroprogestative et on donne 4 mg. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est 4 mg d'œstrogène par voie orale pendant 2-3 jours, juste pour booster l'endomètre, et on garde le microprogestatif. Mais comme malgré tout ça, ça ne répond pas, malgré l'antifibrinolytique, malgré les œstrogènes par voie orale, ça répond pas. Après, il y a une autre alternative thérapeutique que je n'ai pas citée, c'est la pilule. On peut donner la pilule œstroprogestative chez la femme allaitante. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas l'AMM pour ça, alors qu'on peut la donner, une pilule à 20 grammes, on peut la donner, parce que ça ne va jamais diminuer l'allaitement chez ces patientes-là. Mais si jamais, par malchance, cette patiente-là a l'impression que son bébé ne tète plus ou elle n'a pas assez de lait, elle va incriminer la pilule. Et là, à mon sens, ou sinon, il faut que la patiente comprenne et on lui explique que voilà les alternatives. Voilà, il y a ça. Ensuite, il y a la pilule œstroprogestative à 20 GABA, mais il faut qu'elle accepte et qu'elle comprenne que c'est pas la pilule qui va diminuer sa quantité de lait. Et sinon, passer au stérile. Voilà. Est-ce que les progestatifs sont contre-indiqués en cas d'atrophie de l'endomètre? Ah, bien sûr, parce que l'action thérapeutique du progestatif, c'est l'endomètre, bien sûr.
S'il y a une atrophie, il faut jamais. C'est pour ça que on ne donne un progestatif que si on a fait l'échographie. C'est pas je saigne, j'ai pas une bonne écho, je ne sais pas faire l'écho et je vais donner de la progestérone. Non, parce que je peux saigner par atrophie. Bien sûr. Merci. Alors, une autre question, comment prendre en charge les saignements secondaires à un DU de cuivre? Alors, les ménorrhagies, les ménorrhagies qui sont importantes dues au cuivre, bah, il faut enlever le DU. C'est tout. Stérilisé au cuivre, ça saigne de manière abondante, ben, il faut enlever le stérile. C'est clair. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Faut pas dire, ah, ça saigne de manière abondante, je vais rajouter de la progestérone. Après, là, on commence à faire. À mon sens, il faut enlever le stérile. Et il faut vérifier déjà où est-ce qu'il est stérile. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Est-ce que les OPK chez une adolescente qui se plaint surtout d'ursitisme, est-ce qu'on peut démarrer la pilule ou il y a autre alternative? Alors, pour les psychies, à mon avis, faut voir avec les dermatos, parce que les dermatos, c'est eux qui prennent en charge ces patientes-là qui ont un hirsutisme et parce que souvent, c'est des patients qui ont une hyperandrogénie. Et voilà. Maintenant, on peut éventuellement donner une pilule qui contient de l'acétate de cyprodérone, ou là, on peut donner une pilule qui contient de la drospirinone et qui agit sur ces types. Mais à mon avis, il faut prendre l'avis d'un dermato ou endocrino qui s'intéresse à ça. Merci. Alors, docteur Touzani Fedwa, qui voudrait connaître quel est le moyen contraceptif le plus sûr chez une femme de 38 ans? Ben, si la patiente qui a déjà eu des enfants, ben, à mon sens, moi, ce que je fais, la patiente qui a déjà eu des enfants, ben, c'est clair, c'est le stérilet en première intention. Et bien sûr, entre 35 et 40 ans, aucun antécédent vasculaire, ne fume pas, on peut éventuellement donner une pilule à 20 grammes. Et je vous dis franchement, c'est en deuxième intention. Première intention, c'est le stérile. Et bien sûr, la femme qui a déjà eu des enfants. La femme qui n'a pas eu d'enfants, le stérilet reste toujours une contre-indication relative. Merci. S'il vous plaît, quelle est la conduite à tenir devant une aménorrhée chez une jeune fille de 18 ans et plus? Comment? Devant? Une aménorrhée Chez qui? Chez une jeune fille de 18 ans ou plus. Bah, l'aménorrhée, il faut savoir, l'aménorrhée après bien sûr vers 18 ans. Donc c'est une aménorrhée bien sûr qui est primaire, donc parce que l'aménorrhée peut être primaire ou secondaire. Si elle est primaire, c'est-à-dire que cette patiente-là n'a jamais eu de règles. Si elle n'a jamais eu de règles, cette patiente, ben c'est clair qu'elle peut être d'origine centrale. Et si elle est d'origine centrale, ben il faut doser une première des choses. Il faut déjà faire une échographie, voir l'utérus. Souvent c'est des petits utérus. Voir les ovaires, est-ce qu'il y a des follicules, il n'y a pas de follicules. Donc, c'est et faire un bilan hormonal, faire un dosage de la FSH, de la LH, de stradiol, donc, et faire un karyotype, parce qu'on peut avoir des anomalies karyotypiques comme le Turner, comme tout ça. Donc, il y a tout un bilan hormonal à faire pour être sûr que est-ce que c'est une aménorrhée d'origine centrale ou d'origine périphérique. Merci. Une autre question. S'il vous plaît, une jeune fille de 24 ans qui présente des saignements noirâtres. À l'écho, on note deux petits polypes intra-utérins. Quelle serait la conduite à tenir? Il faut faire une hystéroscopie, enlever le polype. Est-ce possible d'avoir une grossesse extra-utérine en intrahépatique? Quoi? Grossesse extra-utérine en intrahépatique.
J'en ai jamais vu. J'ai jamais vu de grossesse extra-utérine intrahépatique. Ça, j'ai jamais vu ça. Mais on peut avoir des grossesses abdominales. Mais intrahépatique, ça, j'ai jamais vu. Abdominales, oui, ça existe. Des grossesses abdominales. Hépatique, non. Moi, j'ai jamais vu. Abdominales, oui, j'ai vu. OK. Indication du stérilet chez une césarisée, pardon, à 2 reprises. On peut, on peut utiliser le stérilet, bien sûr, sans problème. Bien sûr, on peut utiliser le stérilet chez un patient qui a déjà eu de césarienne. Il y a aucun, c'est pas une contre-indication. Et la seule chose qu'il faut savoir, Merci. c'est que les stérilet, on les met après un accouchement. Après un accouchement normal, c'est au bout de 2 après un accouchement, c'est 2 à 3 mois. On va dire 3 mois. La majorité des gens mettent des stérilés au bout de 3 mois. Il faut attendre l'involution totale de l'utérus, que l'utérus retrouve sa taille normale, et à ce moment-là, on pose le stérilet. Il n'y a aucun problème. Merci encore. Alors, une autre question. À quel jour du cycle on peut mesurer l'épaisseur de l'endomètre? Ben, ça dépend. On peut le mesurer. Alors, l'endomètre, l'endomètre, il subit 2 phases. Il subit une phase folliculaire et une phase lutérale. Maintenant, ça dépend de ce qu'on veut savoir. C'est-à-dire, quand on fait une simulation en infertilité, bon, on mesure l'endomètre pendant sa phase folliculaire. Et généralement, les endomètres, on dit qu'ils sont bons quand ils sont supérieurs ou égaux à 8 millimètres. Et après, pour la phase lutérale, la seule chose qu'il y a pour la mesure de l'endomètre, ben, il faut le mesurer en coupe sagittale à l'échographie. Maintenant, on peut le mesurer à n'importe quel moment du cycle, il n'y a aucun problème. Je crois une avant-dernière question. En cas d'adénofibrome multiple chez une jeune fille avec mélométrorragie, que faire? Adénofibrome du sein, je pense. Non, adénofibrome. Elle n'a pas précisé. En Ben, cas d'adénofibrome multiple, les je pense l'utérus, quoi. Chez une jeune fille avec mélométrorragie, que faire? ben, alors, si c'est un utérus polymyomateux, alors maintenant, chez une jeune fille, euh, si c'est des et qui saignent, ben, si on a des fibromes qui sont, c'est-à-dire à l'échographie, ils sont intracavitaires, ou si on voit pas très bien l'écho parce que ça peut être difficile, parce qu'on on peut pas utiliser l'écho endovaginal, on peut proposer l'IRM et voir où se trouvent ces fibromes utérins. S'ils sont proches de l'endomètre ou dans la cavité utérine, ben, il faut aller les chercher, il faut aller les enlever. Parce que on peut utiliser les progestatifs, mais les progestatifs, ils ne traitent que l'hypertrophie qui est la conséquence. Mais une fois qu'on arrête le progestatif, ben, le fibrome est toujours là, il ne va pas disparaître. Donc la seule manière, c'est une sanction chirurgicale, c'est pour les fibromes, comme je les ai dit, les types 0, intracavitaires, les types 1, une partie du fibrome dans la cavité, le type 2, qui est aussi une partie dans la cavité, le type 3, éventuellement avec une hypertrophie de l'endomètre. Le type 3, on peut éventuellement ne pas le traiter que par les progestatifs seuls, mais le fibrome, il va rester, et le type 2, 5. D'accord? Alors, dernière question. Quelle est la conduite à tenir devant une spanioménorrhée chez une jeune fille? La spanioménorrhée, comme je vous ai expliqué, ça veut dire que c'est des patientes qui ont des règles tous les 2 mois, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, elles ont les règles. Moi, à mon sens, la patiente qui n'est pas dans le désir d'enfant, il faut la laisser tranquille. Au contraire, il faut juste lui expliquer que le fait de ne pas avoir de règles, c'est pas, il n'y a aucune gravité. Maintenant, il faut agir sur l'hygiène de vie chez ces patients-là, parce que souvent, c'est des patientes qui sont en surpoids. Et je crois que s'il y a une première des choses qu'il faut proposer à ces patientes-là, c'est ces patientes qui sont OPK, obèses, c'est d'abord les faire maigrir et les adresser à un nutritionniste, ou si le médecin il a des notions de régime et tout ça, ben, il commence le régime à cette patiente-là. Et souvent, les patientes, quand elles perdent du poids et qui sont OPK, elles peuvent retrouver un cycle normal.
Voilà. Mais sinon, si elles sont maigres et au PK, ben on les laisse tranquilles. Je fais tout pour leur expliquer qu'il faut rien prendre. Sauf, comme j'ai dit, quand est-ce que je donne chez l'adolescente, je donne les progestatifs éventuellement ou une pilule éventuellement, s'il y a des saignements irréguliers avec un retentissement, c'est-à-dire avec l'anémie et tout ça. Voilà. C'est bon, on arrive à la fin de la session. Je tiens à réitérer mes vifs remerciements à Dr Mkwa d'être présent malgré son emploi de temps très chargé, à répondre à toutes ces questions avec clarté, de précision et de façon pratique. Je tiens aussi à réitérer mes remerciements à tous les participants qui, sans eux, ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée, tout en espérant vous revoir prochainement pour un nouvel webinaire. Merci à tous et à toutes. Ok, merci et bonne soirée à tout le monde. Ok, à très bientôt, Merci. Charles. Merci, Slama. Merci.